Donc on a vraiment vendu cette idée de dire Gédéon, c'est un atout de marque employeur. Ton Perrault que tu ne connais pas, parce que tu sais jamais quand tu as un Perrault. C'est vrai que... Tu as un truc sur ton bulletin de paye, mais comme il y a 10 000 lignes, tu comprends pas. Et là, l'idée, c'est de dire, ok, tu vas avoir t'as un Perrault. Souvent, les sociétés l'ont déjà depuis quelques temps, depuis longtemps, mais elles le valorisent pas bien. Et plutôt que de recevoir un relevé de compte annuel papier de 14 pages réglementaires, enfin, en plus de recevoir un relevé de compte réglementaire, ce qu'on envoie aussi, mais en digital, tu vas avoir une plateforme avec une expérience autour de ta retraite. Tu vas comprendre ta retraite, tu vas voir tes autres contrats d'épargne retraite que tu as déjà par ailleurs. Au-delà de l'épargne, je pense que l'épargne individuelle n'est pas le parent pauvre de l'assurance parce que notamment l'assurance vie individuelle draine des flux de capitaux tels qu'il y a beaucoup d'investissements. Je dirais que c'est pas tout à fait pareil en épargne collective. Il y a des positions de place qui sont très acquises et stables, donc finalement peu d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a choisi tout ce marché-là. Je te disais l'anecdote tout à l'heure, mais on voit plein de sondages en ce moment sur la meilleure façon de devenir riche en France. Et les gens, pour beaucoup, pensent que c'est en gagnant au loto plutôt qu'en entreprenant. Et en fait, ça, c'est un problème d'éducation. C'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler effectivement en amont de notre phase de commercialisation. Le modèle social, il est juste et il est bon s'il tient dans le temps. Ouais. Tu vois, et si aujourd'hui on te dit tu cotises, mais on verra bien si tu as une retraite demain parce qu'on n'est pas capable de faire les efforts aujourd'hui qui vont bien, je pense qu'on a un problème. Donc le côté technique du passage de répartition à capitalisation au moment où on est dans le creux de la vague en termes d'effectifs, d'actifs, il est compliqué. Il aurait fallu faire avant quand il y avait des capacités, des ressources, quoi. Alors aujourd'hui, dans Assurance en coulisses, on va parler de l'avenir de la retraite. Et pour ça, j'accueille Julien Jacquemin, CEO de Gédéon, la startup qui dépoussière l'épargne retraite et remet la clarté au cœur du jeu. Content de t'avoir aujourd'hui, Julien. Moi aussi, très content. Comment ça va ? Merci. Ça va bien et toi ? Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Alors, je suis actuaire depuis un peu plus de 20 ans. J'ai travaillé majoritairement dans le conseil aux entreprises sur des sujets principalement de retraite. Et aujourd'hui, je dirige une société qui s'appelle Caribou Gestion, marque commerciale Gédéon, qui est un plan d'épargne retraite digital et un back-office de gestion administrative. Avant d'aller plus loin, je pense que tu le sais très bien, on a parlé en off, mais je vais te demander de piocher une petite question. J'ai très peur de cette question. Alors, il y a des couleurs, c'est ça ? Ouais, alors tu as des textes à trous, des questions un peu plus personnelles ou des questions un peu what the fuck, entre guillemets, quoi. Aïe. À toi de choisir une question. Il y a quand même beaucoup de bleu, hein. Je prends pas de vert, tu sais, je suis lyonnais, moi je fais un peu attention. Tu as le droit de remplacer le mot assurance par n'importe quel mot pendant une journée. Tu choisis quoi ? Alors, c'est une très bonne question. Je remplace pas beaucoup j'utilise pas beaucoup le mot assurance parce que c'est plutôt épargne chez nous ou retraite même. Bah si tu le remplaçais par. Je dirais plutôt retraite. Retraite, ouais. Tu vois, puisque l'idée c'est que pour moi, tout ce qu'on fait en épargne retraite, c'est un objectif. C'est pas la collecte, c'est pas l'assurance, c'est la retraite des gens. Tu vois, et on a positionné tout de suite notre produit en disant retraite. Et c'est assez bizarre par rapport à tous les autres qui parlent d'épargne. Mais en fait, je pense que le sujet, c'est pas l'épargne. On s'en fout de l'épargne. Et puis l'épargne des Français est déjà plutôt pas mauvaise. L'assurance vie fonctionne très bien. Donc pour moi, le PER, c'est un produit de retraite. Et c'est ça le sujet qui est vraiment important, c'est l'amélioration de la retraite parce que, on en parlera sûrement plus tard, on n'est pas certain de ce qui va se passer. Ça, on en parlera, mais c'est à peu près ça, ouais. Et du coup, vraiment, moi, j'avais aussi la première question qui me vient en tête. Tu dis que tu étais actuaire, on a parlé en off, tu as fait un peu de radio, tu as eu un parcours assez atypique. Et là, de te dire, vas-y, j'ai vraiment monté une boîte qui va donner du souffle à la retraite, qui va être focus sur la retraite des Français. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait d'aller vraiment que sur cet axe-là et pas se dire un peu comme d'autres entités qui vont faire quelque chose un peu plus large, quoi, assurance vie, toutes ces choses-là. En fait, tout ça, c'est parti de ces déjeuners qu'on avait pendant le Covid où on était au bureau. Et on s'ennuyait parce qu'en fait on partait acheter à manger, à emporter avec nos petits masques. Je sais pas si tu te rappelles de cette période, c'était quoi, 2021 en gros. On avait le droit de plus être confiné et on avait le droit d'aller au bureau, mais on n'avait pas le droit de manger au resto, ce qui est quand même la pire punition du monde. Alors nous, on avait quand même fait venir, maintenant je peux le dire, il y a prescription, mais on avait quand même fait venir un chef et son serveur pour fêter Noël au bureau. Il nous avait quand même. On avait essayé de remonter un peu le niveau, mais voilà. Et à cette période, avec mon associé Jean-Baptiste Chalneau, on regardait les levées de fonds
des startups de l'époque. Et il y avait de belles levées de fonds pendant le Covid. Alors, il y avait beaucoup d'argent qui circulait avec toutes les mesures quantitatives et financières de l'époque. Ce beaucoup d'argent nous amusait aussi beaucoup. Alors, on imaginait voir un jour de l'hélicoptère monnaie, tu vois. On l'a pas eu. On l'a presque eu quand même. On n'est pas très loin aux États-Unis quand ils ont distribué des chèques à tout le monde et tout ça, mais ça nous faisait un peu marrer de se dire finalement notre domaine aurait besoin d'une startup qui vienne dépoussiérer tout ça. Et en voyant les startups qui marchaient bien, il y avait pas mal d'insurtech, dont des insurtech qui levaient des fonds de manière très importante sur des sujets où pour moi il n'y a pas énormément de valeur dans la partie assurantielle, parce que c'est pas une partie assurantielle qui gagne bien sa vie, mais par contre dans lesquels il y avait beaucoup de valeur dans l'expérience client qui était proposée. Et on s'est dit, dans notre domaine à nous qui est pas terrible, je trouve que l'épargne collective est un peu le parent pauvre de l'assurance. Il manque d'investissement sur plein de sujets. Avec notre expérience qui était de constructeur de produits d'assurance retraite, et puis on avait déjà un back-office de gestion administrative qui était Caribou à ce moment-là. On s'est dit, si on sait mettre tout ça avec un joli fil digital autour, une petite ficelle, un petit nœud, on arrivera à créer une société qui aura potentiellement de la valeur dans l'épargne retraite et qui pourrait lever des fonds et aller plus loin. Et on est parti un peu de cette idée-là un peu folle, et voilà. Et par rapport à ça, lancer un peu, je ne sais pas si on dit insurtech au début, je ne sais pas comment tu étais considéré, startup, insurtech. T'as cet aspect un peu entrepreneur quand même, enfin vous étiez deux, pour partir dans cet univers-là. Tu l'avais quand même en toi, cet aspect-là, ou tu te l'es créé là au fil des années? Alors, en fait, je suis pas du tout. Je suis très admiratif des jeunes qui sortent de l'école et qui entreprennent tout de suite. Je n'avais pas du tout ce truc-là, mais vraiment pas. Hein. Je viens pas d'un monde où on entreprenait. Mon père était libéral, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis ma mère, salariée dans les ressources humaines. Et c'est vrai que j'ai pas du tout eu cette formation-là à l'école. L'ISFA, on t'apprend pas à entreprendre, en tout cas pas à l'époque. Voilà, donc j'étais pas du tout formaté pour ça. J'étais très ambitieux, cabinet de conseil. Enfin voilà, j'étais content de travailler à Paris sur des dossiers importants. Enfin, ça m'allait très bien. Et puis au fur et à mesure de la carrière, en fait, j'ai eu le pied qui a été mis à l'étrier par différentes personnes. Une première personne qui est Joël Winter, qui lui, donc le patron de Joël de Winter et associé de l'époque, qui était un vrai entrepreneur pour le coup, et qui avait plein de principes d'entrepreneur très amusants. Enfin, j'en pourrais en parler pendant des heures. Et qui lui m'avait mis gérant d'une petite filiale qu'on avait créée pour l'occasion, qui commercialisait les outils informatiques fabriqués par les équipes de Winter. Donc, tu vois, une petite aide à devenir un peu entrepreneur, donc de l'entreprise. Donc deux, trois périodes comme ça. J'ai été DG d'une de leurs filiales aussi pendant un temps. Et puis ensuite, en 2015, j'ai pris la direction de Sequoia, dont j'étais président. Et ça m'a appris à gérer une PME. Tu vois. Donc ça m'a donné différentes étapes. Ceci dit, tu n'es jamais prêt à devenir insurtech. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On n'avait jamais fait de pitch, on n'avait jamais levé de fonds, on n'a pas fait d'école de commerce. Donc, ils nous disaient, mais il ne manque pas un profil commercial dans votre équipe et tout ça. Enfin, voilà. Donc, c'était assez particulier. C'était un peu n'importe quoi. Enfin, voilà. Et quand tu parles de levée de fonds, tu me dis que tu n'avais pas d'expérience par rapport à ça. Tu l'as vécu comment, ça, la première levée de fonds Alors, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un cousin, cousin germain, donc vraiment très proche, qui a levé une vingtaine de millions dans les 18 mois qui ont précédé le lancement de Gédéon. Et qui m'a expliqué ce jeu-là, parce qu'il l'a vécu en avance de phase par rapport à moi. Donc, je me suis j'ai beaucoup utilisé son expérience au fil du temps, avant la levée, après la levée. Enfin, voilà, à chaque fois, il connaissait des problèmes avant nous qu'on a pu connaître. Donc, lui nous a beaucoup aidés sur la préparation d'un pitch, qu'est-ce qu'on met dedans, les fonds à rencontrer. Voilà. Donc, on a vu toute la place parisienne grâce à lui. Pour des Lyonnais, c'était plutôt bien, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en général. Et voilà. Et après, ça s'est fait... C'est comme tout dans une entreprise, c'est un chemin. Ça, c'est le chemin. Et d'ailleurs, par rapport à ce chemin-là, tu me disais aussi, je crois que tu as été consultant. Souvent, quand tu es consultant, tu apprends quand même beaucoup de choses parce que tu es quand même assez challengé pour chaque mission. Ça t'a apporté quelque chose d'être CEO d'une startup aussi pour être CEO d'une startup, ça t'a apporté des passerelles ou autre? En fait, ça te donne la capacité de parler à peu près à n'importe qui dans n'importe quelle réunion, je trouve. Enfin, nous, on a été
j'ai conseillé des dirigeants du CAC 40 sur leur retraite. Donc, tu as aussi, si tu veux, Ok. un niveau d'interlocution qui est parfois très élevé. Donc, tu fais attention à ça. Tu apprends à travailler sur plein de sujets, même si tu les connais rapidement. C'est aussi ça, le consultant. Ouais, c'est Et puis, s'adapter. tu apprends à travailler beaucoup. C'est peut-être le truc qui a été le plus choquant au départ. C'est que à un moment, j'ai regardé derrière moi, au bout de peut-être 18 mois de Gédéon, et je me suis dit, en fait, c'est des journées de 12 heures par jour tout le temps. Il n'y a, Ouais. plus de... il y a plus de 35 heures, plus de 39 heures. Il y a plus de... Voilà. Et je crois que j'ai jamais, même en conseil, j'ai jamais autant travaillé, en fait. C'est Ok. surtout sur une aussi longue période. Hmm. Mais ça, c'est un peu le problème de ce type de choses, c'est que quand tu lèves des fonds, très vite, on attend de toi des résultats. Ouais. Alors, je pense qu'on ne te les attend pas si vite que ça. Mais moi, je me disais, on attend de toi des résultats très vite. Du coup, tu te mettais une pression Donc, pour tu les te mets atteindre une pression pour délivrer, tu vois. Ouais. Et il faut que ça sorte, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, ouais, ça a été 18 mois vraiment très intense au départ. Et c'est quoi comme, enfin, je sais pas, comme pression, mais comme objectif qu'on peut te donner là, dès que tu fais une levée de fonds, sur l'aspect un peu retraite, performance, c'est un montant de souscription à avoir ou Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand tu poses cette question à quelqu'un qui a déjà été dans une startup ou quelqu'un comme nous qui n'y ont jamais été, tu n'auras pas la même réponse du tout. D'accord. Ok. Eux, c'est très formaté. En fait, il y a plein de théories là-dessus, des bouquins. C'est quoi tes 100 premiers jours de ta startup, qui c'est que tu embauches en premier, etc. Nous, c'était très intuitif. Ceci dit, on a embauché des gens qui venaient de startups qui nous ont aussi aidés sur tout ça. Mais je dirais que notre deux priorités, ça a été d'installer la marque. Ouais. Et là-dessus, on a eu la chance d'avoir un directeur marketing largement surtoilé par rapport à ce dont on avait besoin à ce moment-là, Ok. mais qui était ancien de la pub, qui a tout de suite créé un univers de marque, la mascotte, tu vois, la dessinatrice, enfin toutes nos illustrations. Ça a été un des premiers boulots. Et puis le deuxième boulot, ça a été d'arriver sur le marché très vite parce que on avait vendu dès l'été avant la levée de fonds à une ETI française le fait qu'on ferait son PER l'année suivante. Ah ok, d'accord. Donc il y Tu avait vois. aussi cette Donc, pression-là. il y avait besoin de sortir très très vite le produit, l'outil, tout en fait. On Ouais. partait de zéro, donc oui. Et par rapport à ça, vous étiez combien au début? Parce que tu me dis que vous étiez associés au début, vous étiez 2 personnes, non? En fait, on a construit Gédéon avec Jean-Baptiste à deux, mais on avait déjà une dizaine de personnes puisque c'était l'équipe, on s'est basé sur l'équipe de Caribou Gestion qui existait depuis 2 ans quand on a lancé Gédéon. Donc, tu avais déjà un petit back-office, une équipe de gestion administrative, un peu de tech, voilà. Et puis, dès qu'on a levé, la levée de fonds, ça a pris moins de 6 mois. Entre le moment où on s'est dit, OK, on lève et le moment où on a eu les fonds. Ouais. Donc, dès qu'on a levé, on a embauché directeur marketing, d'autres devs. Enfin, tu vois, on a grossi. On a dépensé beaucoup plus vite l'argent que ce qu'on aurait dû d'ailleurs au départ, parce que tu te dis, OK, il faut aller vite. Ouais. Mais oui, exactement. Ça a été 10 personnes au départ, mais très vite, on était 20 en fait. Et moi, j'ai une question qui me taraude aussi. C'est quand on parle assurance, tu as quand même des acteurs qui sont très bien ancrés. Là, on voit beaucoup d'insurtech ou de startups qui essaient un peu de rebattre les cartes. Tu me parlais là de ton directeur marketing qui a fait une belle marque, Gédéon, etc. Pour toi, quelle est vraiment aujourd'hui l'identité de Gédéon face à des grands acteurs, d'autres petits acteurs, et réussir à faire sa place en fait sur le marché? C'est une vraie question. En fait, c'est un marché qui est particulier parce qu'il est déjà sur l'insurtech en termes d'épargne très orienté B2C. Ouais. L'insurtech dans le B2C, ça a beaucoup de sens parce que c'est la seule question que se posent beaucoup de sociétés, c'est combien d'essence je mets dans le moteur pour qu'à la fin, j'ai des leads qui soient prêts à souscrire. C'est juste une question de quantité d'essence. Et ça vaut à peu près tout le temps la même chose, le lead. Et tu dis, je vais mettre un peu d'essence là, un peu d'essence là et tout. Voilà. Ça, c'est le B2C. Ça, c'est un truc que tu apprends en startup, en école de commerciaux. Donc, nous, là-dessus, c'était pas du tout notre boulot. Ouais. Et donc, nous, on est parti sur une verticale un peu différente qui était la tech. C'est-à-dire de se dire, c'est un monde qui a besoin de tech parce que la tech de ce monde-là, elle est souvent ancienne. Ouais. Quand tu es dans une grande compagnie d'assurance sur les sujets d'épargne, faire des montées de version, c'est extrêmement compliqué. En plus, tu as des sous-traitants, des prestataires, tout coûte très très cher. C'est des millions pour ajouter un bouton. J'abuse un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, on s'est dit, OK, il y a de la place sur ça, sur l'expérience grâce à la tech. Donc, pour le coup, une vraie boîte tech et pas une boîte marketing. Tu vois. Donc, on s'est déjà positionné différemment. Ce qui nous a permis après
Puis je pense que ça vient un peu de nous aussi, on se prend pas au sérieux, enfin, on est un peu décalé, de créer une marque différente, tu vois, en disant, OK, nous, on est là pour la clarté, on est là pour l'expérience, on est là en autonomie. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes assureurs en épargne, je dis souvent que je loue leur bilan. C'est un petit peu extrême, mais en vrai, on fait toutes les opérations et on pose uniquement de la compta dans leurs outils, tu vois, donc ça va très loin et ça nous permet de proposer une expérience très différente. Hmm. Voilà, donc Et, c'est là-dessus qu'on a voulu s'appuyer. et du coup, je pense que là, vous avez combien d'années d'expérience là maintenant Gédéon est dans dans sa 4e année là. On est à Ok. 3 ans et demi ou 3 Et ans. tu aurais la première anecdote qui te vient à l'esprit sur ce que tu as vécu, qui peut être un peu marrante, difficile ou autre, au début, ou même là, dernièrement, ça serait quoi? Alors, moi, on rigole souvent sur un truc, c'est qu'à la base, Gédéon, c'était une blague, le nom Gédéon. Ok. Si tu veux, c'est que quand on a commencé, on s'est dit, OK, on va faire une start-up. Donc, encore une fois, dans nos déjeuners de entre midi et deux là, de Ouais. confinement, en plus, on était en équipe séparée, donc on mangeait. Tu sais, on avait coupé Pas tous l'équipe sur la même et table, c'était quoi. toujours avec les mêmes gens, surtout. Parce qu'on avait essayé de se dire, si jamais il y en a qui attrapent le Covid, au moins c'est un groupe et pas les autres. Enfin, donc on se voyait pas avec certains. Mais donc avec JB, on se faisait ces déjeuners, on parlait de ça. Et puis, on cherchait un nom. On voulait un nom qui incarne. Donc plutôt un prénom dans l'idée. Ouais. Et tout à coup, je pense au nounours que mon grand-père m'a offert quand j'étais tout petit, qui s'appelle Gédéon. Mais non. Et que j'ai encore d'ailleurs. Et il s'appelle Gédéon parce que mon grand-père devait lire une BD qui s'appelait Gédéon le canard dans les années 30. Tu vois. Donc on part Ok. très loin dans le truc. Et on se dit, OK, si on appelle ça Gédéon, ouais. Alors JB n'était pas complètement convaincu au départ. Et puis finalement, le market a trouvé ça chouette quand on a lancé. La levée de fonds, on avait fait au nom de Gédéon. La mascotte a été créée par l'équipe marketing, les dessins et tout. Et aujourd'hui, ce qui nous fait rire, c'est qu'on est sur le site de Malakoff Humanis Hmm. avec notre mascotte, Gédéon et tout. Et puis voilà, c'est quand même Alors, c'était un hommage pour mon grand-père qui a vécu jusqu'à 92 ans et qui est parti en pré-retraite à 55 ans. Donc, si tu veux, la retraite, ça le connaissait très très bien. Voilà, mais ça vient de ça. Donc, ça, c'est une anecdote qui nous fait rire. Ah, c'est Souvent, on marrant, se dit, ça. on est quand même allé assez loin dans le. Au final, tu vois, moi je connaissais pas. Enfin, tu vois, j'ai vu la mascotte, je trouve ça super cool. Je savais pas que derrière il y avait l'histoire Ah, j'ai le nounours, du il est à la nounours. maison encore. Ouais, c'est ça. Juste avant, tu me parlais aussi des assureurs qui sont sur du B2C, d'autres qui sont sur du B2B. Vous, chez Gédéon, vous vous êtes placé sur quel business dès le début? Alors, nous, on a attaqué par le côté Himalaya du PER. Ok. C'est le PERO. Donc, Ouais. PERO, c'est Ouais. PER obligatoire, c'est celui qui est sur le bulletin de paye des salariés. Hmm. L'ancien article 83 d'assurance. Et le PERO, c'est du B2B. Ouais. On a attaqué par ça parce que c'était ce qu'on savait faire en tant que consultant, pour le coup, vu qu'on conseillait les entreprises. Ouais. On est vraiment parti sur ce truc-là. Et on s'est dit, en plus, il y a une telle barrière à l'entrée par rapport à ce qu'on est en train de construire qu'on va être tranquille. La preuve, c'est Ouais. que pour l'instant, il n'y a pas de PERO digitaux avec back-office intégré ou autre existant. Donc voilà. Et puis, on savait qu'on avait moins de compétences sur la partie marketing en B2C. Et donc, Ouais. ce serait plus facile pour nous d'attaquer sur des sujets B2B avec un dernier avantage et qu'on mesure aujourd'hui. C'est que quand tu es crédible, que tu as travaillé là-dedans et que tes clients te font confiance, bah, tu arrives à vendre à des clients assez importants des PERO. Et un PERO avec un client assez important, c'est en une fois l'équivalent de 10 ans de première année de collecte d'un périn. Ouais, parce que du coup, tu récupères tous les salariés, Et le tu stock dans as le cours, un et stock les gros flux, énorme. voilà. Donc si tu veux, on avait un enjeu B2B important. Et puis, quand je te disais tout à l'heure que notre domaine est un peu le parent pauvre de l'assurance, je pense que c'est vraiment le sujet collectif en plus. C'est-à-dire au-delà de l'épargne. Ok. Je pense que l'épargne individuelle n'est pas le parent pauvre de l'assurance parce que notamment l'assurance vie individuelle draine des flux de capitaux tels Hmm. qu'il y a beaucoup d'investissements. Je dirais que c'est pas tout à fait pareil en épargne collective. Il y a des positions de place qui sont très acquises et stables, donc finalement peu d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a choisi tout ce marché-là. Et tu penses qu'un jour tu vas te lancer sur du B2C ou... Alors on fait déjà du B2C puisque Malakoff nous a demandé de distribuer le PER de Médicis, qui est un PER pour les indépendants et les dirigeants. Donc depuis décembre de l'année dernière, on distribue un PER plutôt TNS dans l'idée, en tout cas indépendant, et dirigeants de Médicis en self-care via le courtage, etc. D'accord. Donc on est aussi B2C maintenant. Et on est Ok. multi-canaux puisque on vend en direct ou via le courtage, en self-care. Enfin, on a différentes. Ok. Et à un moment donné, tu penses que vous allez switcher sur de l'assurance vie plus tard ou proposer un produit avec des... Parce que moi, j'entends beaucoup parler assurance vie, des ETF, etc., des bons packages.
C'est quelque chose que tu pourrais En proposer fait, alors, moi, je préférerais commencer par. Enfin, on va commencer par l'épargne salariale. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut avoir une plateforme qui fasse épargne salariale et épargne retraite avec le même back-office derrière, Hmm. ce qui, pour le coup, n'existe pas. Et ça, ce sera très différenciant sur le marché. Et je pense que sur le bas de segment, ça va vraiment être facile à vendre. Ok. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Au-delà du fait de le vendre, c'est plutôt l'idée de changer ce monde-là, en fait. C'est-à-dire que ça fait. Je pense que les premières missions qu'on avait fait là-dessus, c'était il y a une dizaine d'années où on disait aux entreprises il faut faire converger le S et le R, épargne salariale, épargne retraite, pour que vos salariés s'y retrouvent. Puis en plus, il y a des passerelles possibles entre les dispositifs qui sont assez redoutables, notamment fiscalement parlant. Donc il y a des choses chouettes à faire. Donc on a fait des missions et les premiers assureurs qui ont sorti les choses, c'était une dizaine d'années autour de ça. Mais ils ont mis une jolie couche de vernis, comme on disait, au-dessus de choses qui ne marchent pas vraiment ensemble. Ok. Si nous, on arrive à avoir une plateforme homogène là-dessus, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est notre objectif. Ça, c'est, je dirais, T1 2026. Ok. Donc ça va aller vite maintenant. Et puis, l'assurance vie, c'est un sujet qui nous amuse parce qu'on se dit qu'avec la capacité de start-up autour de nous sur les sujets d'assurance vie en matière de marketing B2C et nous, nos capacités de back-office, on pourrait construire le back-office d'assurance vie de ce genre de société et faire un carton parce qu'on aurait un opérateur digital tout intégré, ce qui n'existe pas non plus. Donc, ça nous intéresse, mais pour l'instant, c'est plutôt C'est pas le projet. Ouais. Tu me parles beaucoup du back-office. Oui. Concrètement, en fait, tu dis que bon, les assureurs de place, souvent derrière, ils n'ont pas quelque chose de vraiment optimisé à 100%. Vous, chez Gédéon, vous l'avez. Concrètement, c'est quoi en fait? Parce que je ne vais pas envoyer de papier pour un RIB, tout se fait en matière digitale, en un clic sur le téléphone, quoi. C'est à peu près comme ça quand tu es client? C'est ça. En gros, quand tu arrives pour signer ton contrat, alors soit ton contrat d'entreprise, soit ton contrat individuel, signé tout seul ou via ton courtier, tu vas recevoir un mail, faire une signature électronique. Immédiatement, ton dossier est mis en gestion automatiquement. Ça veut dire qu'on crée l'espace, alors soit l'espace entreprise si c'est un compte RH, soit l'espace bénéficiaire tout de suite. Le RH reçoit son compte entreprise, il peut immédiatement inviter ses salariés à onboarder qui vont pouvoir créer leur compte et la mise en gestion est terminée. Et ça, je suis parti d'un numéro SIRET 25 minutes avant et à la fin, je te fais une démo en 25 minutes, tu es capable de faire tout ça. Okay. Ça, aujourd'hui, dans une compagnie d'assurance normalement constituée, ça peut prendre 6 semaines. Ah ouais. Parce que l'OAV, c'est pas le même outil, enfin l'outil d'aide à la vente, pardon, le parcours, c'est pas le même outil que l'outil de gestion, et puis qu'il y a un document qui va partir dans une bannette électronique ou papier pour que le contrat soit créé. Enfin, donc voilà. Donc ça, si tu veux, le fait d'être capable de nous avoir déjà la délégation de signature, puis ensuite la délégation de gestion administrative sur la partie épargne, c'est-à-dire que c'est nos équipes, enfin c'est nos outils, qui passent toutes les nuits les ordres d'investissement dans les carnets d'ordre des assureurs dont on distribue les produits automatiquement. Okay. Donc l'assureur ne suit pas les positions de compte individuelles au quotidien, il les suit mensuellement sous forme de comptabilité, et c'est nous qui gérons toutes les opérations. Et même quand ils partent en prestation, donc rachat, capitaux ou rente, c'est encore nous qui faisons ça et qui payons les rentes de tout le monde. Voilà. Et du coup, tu me dis, il fallait que tu aies avoir des accès de délégation, etc. Tu as un côté RGPD ou un peu on a une directrice de la conformité en interne qui était anciennement fonction clé dans une mutuelle. Et qui nous fait toute la conformité, elle nous fait des exercices PCA. On a les mêmes problèmes d'activité, tout ça. Là. C'est ça. On a même envisagé un moment d'obtenir un agrément. Alors, on manquait un peu de capitaux propres. On aurait pu faire une levée de fonds pour ça, mais on aurait pu être une petite compagnie d'assurance épargne si on n'était pas très très loin du compte. Et ça, c'est quelque chose que tu aimerais à terme être ou c'est pas une obligation pour toi? Non, je pense que dans le positionnement qu'on a chez Malakoff Humanis aujourd'hui, ça n'a plus de sens en fait. C'est pareil, c'était une idée un peu folle. On a fait quelques rendez-vous à la CPR, on a commencé à avancer là-dessus. Ça faisait partie de nos futurs possibles à un moment de la vie de Gédéon. C'est tout aussi bien comme ça, mais voilà. Tu me parlais que tu as fait des levées de fonds, je crois que je m'étais noté 2 millions. 2 millions 8. 2 millions 8. Et je crois, alors j'ai pris sur les données du site, j'ai vu qu'à peu près vous êtes passé de 0 à plus de 3000 utilisateurs et à peu près 110 millions d'euros d'épargne sous gestion. Tout ça, tu l'as obtenu parce que tu as eu aussi ce donné levée de fonds très rapide, ou c'est lié aussi au back-office comme tu parles, ou moi par exemple, je suis l'ère du digital. Au début, moi j'étais Perrault, c'était du papier, j'envoyais mes
même le début, mes premiers chèques de prime par chèque, quoi. Enfin, et maintenant, pour moi, tu vois, si je me dis, là, j'arrive, on me dit, bah, faut envoyer un papier pour la souscription, je dis, bah, en fait, je vais pas souscrire, quoi. Mm. Pour moi, je vais faire du digital. Tu crois que c'est ça qui a vraiment créé l'élan de tout ça? Ou c'est plus ton expertise par le passé, le back-office, la levée de fonds, ou c'est global? Alors, la levée de fonds, pour moi, son objectif, c'était de nous faire gagner du temps. Ok. On aurait pu faire tout ça sans lever, mais on aurait mis 5 ans. Et en fait, Ah. en 5 ans, tu as d'autres opérateurs qui seraient peut-être réveillés. Qui aurait pris Tu la vois, part de voilà, marché. qui auraient pris la part de de marché, Gédéon. tout ça. Donc on s'est dit, OK, en plus, il y avait quand même abondance de financement à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'argent qui circulait, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus compliqué de lever des fonds pour une InsurTech. Ah bon? Oui. Ouais, Parce qu'on voit quand même là sur les oui, mais Kia t'en vois pas Sena beaucoup. ou d'autres qui ont fait des C'est levées. quelques-unes. Et puis, c'est des levées de sociétés qui ont déjà levé, donc tu sais pas si c'est pas vraiment important de le faire encore pour survivre. Donc, je ne connais pas le dossier, hein, je te dis ça. Mais pour moi, c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'était à l'époque. Donc, déjà, tu avais ça, et c'était un accélérateur. L'idée, c'était d'aller très, très vite et de se dire, OK, on lève, mais on met un gros coup de boost et on sort notre truc très, très vite avant que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, ça, c'est plutôt de la rapidité. Après, comment on arrive à 110 millions d'encours? C'est ce que je te disais sur le B2B. Pour moi, c'est plus notre crédibilité historique sur des clients un peu conséquents. Et puis, quand tu fais une démo de ce qu'on a construit, il y a un effet waouh. C'est-à-dire que, Ok. mais dès la première démo, en plus, on a des petits trucs un peu sympas. On te fait un bilan retraite embarqué, mais dès ta création de compte, en récupérant tes informations de l'État et tout ça. Et ça, moi, j'ai des DRH de grands groupes qui voient ça au tout début de notre première démo et qui me disent, ah, mais attends, est-ce qu'on peut mettre mon numéro de sécu à moi pour voir ce que ça fait? Tu vois, même des gens qui sont censés connaître la retraite, on en revient toujours à ce sujet de la retraite, sont déjà intéressés par cette expérience. Donc, on a vraiment vendu cette idée de dire, Gédéon, c'est un atout de marque employeur. Ton perro que tu ne connais pas, parce que tu sais jamais quand tu as un perro. C'est vrai que. Tu as un truc sur ton bulletin de paye, mais comme il y a 10 000 lignes, tu comprends pas. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, tu vas avoir t'as un perro. Souvent, les sociétés l'ont déjà depuis quelques temps, ou depuis longtemps, mais elles ne le valorisent pas bien. Et plutôt que de recevoir un relevé de compte annuel papier de 14 pages réglementaires, enfin, en plus de recevoir un relevé de compte réglementaire, ce qu'on l'envoie aussi, mais en digital, tu vas avoir une plateforme avec une expérience autour de ta retraite. Tu vas comprendre ta retraite, tu vas voir tes autres contrats d'épargne retraite que tu as déjà par ailleurs, parce qu'on les remonte aussi, une espèce de vision 360 degrés retraite. Et c'est ce mélange de l'expérience du bénéficiaire et du contrat, des placements et de l'épargne qui fait qu'on a réussi à être assez vite crédible. Voilà. Donc je pense que c'est notre autonomie tech et la qualité de ce qu'on a proposé et notre crédibilité d'avant. C'est un mélange de ça. Mais là, tu me parlais, tu arrivais à te connecter avec le numéro de sécu. Enfin, c'est ça, non? C'est avec Siret, non, c'est c'est pas un le numéro de numéro- sécu, mais c'est avec le numéro avec un France Connect. Oui. Ok. Et ça, du coup, tu as parlé avec l'État pour te connecter à ça, ou c'est du API, ou c'est du te connecter très rapidement dessus? En fait, ou... ce truc-là, l'idée, si tu veux, c'est que tu utilises ce type de connexion sur Info Retraite, c'est assez classique. Ok. Il y a plein d'opérateurs qui le proposent. Dès lors que tu es capable de rendre l'information récupérée. Ok. Parce que c'est sur la base du droit à information à retraite. C'est un droit en France depuis la réforme Fillon de 2003. Ok. Pourtant, tu vois, les gens ne connaissent pas trop, mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on te récupère juste de l'info qui est publique, qui est publique pour toi, et on ne garde pas tes codes, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose de très sécurisé. Ouais. Voilà. Et Mais ça permet, si tu veux, d'obtenir une expérience hyper différenciante. Ouais, sur parce la que partie retraite, j'avoue que moi, j'ai fait 3 employeurs. Pour moi, c'est comme tu dis, c'est un bout de papier. Enfin, pour moi, si je suis jeune, hein, je pense pas encore à ma retraite, tu vois. Mais te dire si tu peux avoir une projection directe dans l'outil, du coup, ça te permet aussi de vendre de vendre tes produits et dire ok, j'ai un bon produit, mais en même temps, j'améliore ta marque employeur. Et C'est du ça. coup, tu penses cet axe-là et du coup, les C'est grandes ça. boîtes Et se pour moi, disent. l'idée, c'est de trouver une société qui a déjà un dispositif, Ouais. qui considère qu'il n'est pas bien valorisé, et de se mettre Pour le mettre en valeur. Ouais. Tu me parlais aussi, vous avez rejoint le groupe Malakoff. Je crois que c'était en 2024, non? Ouais, mars 2024. Moi, je vois beaucoup d'acteurs, tu vois, par exemple, comme Luco, qui a été racheté par Alliance Direct, ou C'est pas tout à fait les mêmes conditions. Ouais, mais- c'est pas pareil, tu vois, mais je me dis, tu as quand même de grandes marques qui voient du potentiel dans des insurtech ou dans des startups qui les rachètent pour créer de la synergie, je suppose. Toi, tu l'as vécu comment ce moment-là? C'était une opportunité ou un vrai chemin qui arrivait comme ça et tu te dis, bah, en fait, là maintenant, ça va nous offrir On a une belle un sujet, perspective. c'est que quand on vend de l'épargne en tant que startup, en plus de l'épargne retraite,
tu as un truc qui est pas très cohérent, c'est la durée de vie potentielle de ta structure par rapport à la longueur de temps du produit que tu vends. D'où en plus tu te vantes d'être le gestionnaire administratif, parce que c'est ce qu'on dit. Donc, à la limite, des startups qui sont que du front, si jamais elles sont plus là, l'assureur reprend le truc dans son bac, il y est déjà. Enfin, c'est bien compliqué. Nous, c'est pas ce qu'on propose. Donc, il fallait avoir une capacité à durer dans le temps dans notre message. Et avoir un opérateur comme ça, on pensait que c'était une très bonne façon de passer ce genre de message. Et puis, il y a un autre truc, c'est que dès qu'on s'est mis à faire des démos, d'abord au courtier, mais au bout de, je sais pas, c'était en juin 2023, donc au bout de quelques 6-7 mois de développement, ils ont adoré. Après, on a fait voir ça à des assureurs. Si tu veux. Il y a eu aussi un effet waouh de notre tech qui a donné envie à des différents opérateurs d'investir chez nous. Après, Malakoff Humanis, c'est une vraie stratégie de développement sur la partie startup, de rachat, voilà, et une vraie volonté de faire avancer le marché. Et une énorme ambition, c'est que d'ailleurs le nom du projet c'est Ambition Épargne, sur l'épargne. Voilà, donc on a surfé sur tous ces sujets-là et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là. Et vous avez d'autres, du coup, dans le groupe, tu communiques avec d'autres startups du coup du groupe? Alors, en fait, on est installé chez Sidecare par exemple, qui est investi, qui est dans le groupe depuis pas très longtemps. On fait des petits événements en commun avec LiveSquare aussi. LiveSquare, c'est sur la rassurance emprunteur. À Lyon, ils ont aussi mon petit placement. Donc, on est cousins. Comme ça, voilà. Donc oui, c'est pas, on n'a pas encore développé le startup studio de Malakoff, mais il y a des échanges assez naturels qui se font, effectivement. Et ça crée des synergies Entre startups, pour l'instant, pas forcément. Après, avec le groupe, oui, pas tellement, puisqu'on distribue déjà leurs produits maintenant. Et puis, on est capable, nous, d'aller positionner notre tech à des endroits où ils n'iraient pas forcément, sur des sujets un peu différents du grand public ou du truc classique sur le PER. Donc, oui, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant de ce côté-là. Et puis, on distribue un produit aussi de Médicis, qui est donc le Perrin TNS, là, qui est une filiale qui fait partie du groupe Malakoff. Donc, oui, pour nous, c'est plein de synergies. Ouais. Et alors maintenant, on va parler du grand sujet, la retraite, parce que là, on a parlé de Gédéon, les perspectives, etc. Mais c'est un vrai sujet, un vrai débat. Là, même encore aujourd'hui, je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais difficultés de gouvernement, la retraite, souvent, elle est remise en cause. Pour toi, la nouvelle réforme de retraite qui va arriver, en fin de compte, comment ça va impacter ton business? Parce que les gens, en fait, souvent, on va se dire, il y a une retraite par répartition, par capitalisation. Souvent, on dit, bon, on va plus s'orienter peut-être sur une capitalisation, donc forcément, ça va peut-être augmenter ton business. Toi, tu le vois comment là-dedans? Vous avez dans tes business plans, projections? En fait, dans le conseil, d'une manière générale, on a toujours aimé quand on avait des réformes, puisque ça nous fait bosser. Non, mais il faut changer des choses qui étaient dans un sens, on revient dans un autre sens, on recommence, on refait une mission. Enfin, tu vois, donc il y a un peu ce côté-là. Ici, on a quand même levé aussi en se disant que le sujet retraite était à son climax en France. Donc, la thématique était porteuse. Voilà. Après, je pense qu'on a un vrai problème en France, c'est qu'on... et j'étais comme ça aussi. J'avais jusqu'ici plutôt confiance dans nos régimes de retraite. Je pense que ça va quand même être compliqué. Et donc, que le besoin de cotiser à côté est vraiment important. Enfin, voilà. Donc mais cette éducation-là, elle est extrêmement compliquée à faire. C'est un sujet très franco-français. Les gens sont à la fois inquiets mais font rien. C'est particulier. Je dis, l'ouverture de PER individuel, ça marche fort quand même dans l'assurance. Donc, c'est une vraie thématique qui nous porte, mais qui est pas simple. En off, tu me parlais que tu avais l'envie aussi de faire un peu de l'éducation financière via la plateforme, en même temps de la souscription client ou autre, d'autant plus que vous êtes du 100% digital. Toi, tu penses que l'éducation financière, notamment, moi, sur la retraite, Focus Retraite, ça serait un vrai plus à mettre en place? Encore en France, c'est pas vraiment démocratisé? En fait, je te mets au défi de me dire combien tu vas avoir de retraite le jour où tu partiras. Et même si tu me donnes une réponse qui est pas trop mal, ce sera jamais vrai. Enfin, tu vois. Déjà, ce qui est difficile, c'est que c'est du tir sur cible mobile, comme dirait mon ancien patron. C'est-à-dire que tu sais jamais quand est-ce que ça va finalement arriver et pour quel montant. C'est l'avantage de la retraite à prestation définie, qui est finalement la partie sécu. Tu peux changer les règles jusqu'au la veille du départ. Enfin, il n'y a pas trop
Donc ça, c'est un peu délicat. Mais au-delà de ça, je connais assez peu de monde qui est au fait de ce qu'il va avoir à la retraite, y compris des gens qui sont RH d'entreprise ou comme on Ah en ouais? parlait tout à l'heure. Ouais. C'est un sujet qui est pas bien compris. Les 25 meilleures années, ouais, mais c'est que la trancha. Voilà, déjà. Déjà Trancha, là, t'as tu perdu perds. 80% des Français en disant trancha, alors que finalement, sur ton bulletin de paye, c'est assez simple. Enfin, je pense qu'il y a un niveau d'expertise. D'ailleurs, il y a plein de cabinets qui font des bilans retraite voilà, pour les entreprises. Donc, pour moi, le niveau d'expertise de ce sujet-là est quand même très important. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'éducation. Je ne suis pas certain qu'un salarié qui gagne correctement sa vie ait de vrais problèmes à la retraite dans les projections actuelles en termes de montant. Hmm. Je suis certain qu'un indépendant aura des vrais problèmes à la retraite s'il ne se prend pas en main. Encore pire pour un auto-entrepreneur enfin, qui, lui, paye pas de charges sociales, mais parce qu'il va ou peu, parce qu'en fait, il cotise pas à la retraite. Enfin, voilà, c'est des choses, on se le dit pas, mais il n'y a pas de secret. Si tu as moins de charges sociales quelque part, c'est que tu auras moins de droits. Enfin, Hmm. voilà. Et comme à peu près sur la partie santé, c'est la même chose. Enfin, finalement, où est-ce qu'est la différence? C'est sur la retraite. Donc, c'est toute cette éducation-là qui est hyper importante. Voilà. Donc, nous, on se dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse prendre conscience aux gens, à nos clients, à notre cible, que la retraite, ça va être un sujet. Qu'on fasse prendre conscience que quand tu commences à 20 ans et que tu mets 100 euros par mois, tu as 2 fois plus de retraite que quand tu commences à 30 ans et que tu mets 100 euros par mois, qui a encore 2 fois plus de retraite que quand tu commences à 40 ans et que tu mets 100 euros par mois. Enfin, tu vois, c'est hyper. Il y a plein d'éléments financiers, la capitalisation, la retraite ou autre. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Les gens ne sont pas très au fait de tout ça. Voilà, je te disais l'anecdote tout à l'heure, mais on voit plein de sondages en ce moment sur la meilleure façon de devenir riche en France. Et les gens, pour beaucoup, pensent que c'est en gagnant au loto plutôt qu'en entreprenant. Et en fait, ça, c'est un problème d'éducation. Voilà, Hmm. donc c'est les choses sur lesquelles on essaie de travailler effectivement en amont de notre phase de commercialisation. Ouais. Tu me parlais aussi là des gens qui disent on paye trop de charges et au final, ça se trouve, tu dis bon, tu auras de la retraite. J'entends aussi des gens dire en fait, je paye des charges, mais qui me dit que plus tard, le système sera viable et je vais récupérer de la retraite par rapport à ça. Tu Alors vois. ça, c'est la deuxième lame du rasoir. C'est-à-dire que pour moi, et j'ai toujours dit ça, plus on attend pour réformer les régimes, moins on aura de retraite. C'est assez Ouais, logique. ce qui est Parce qu'en logique. gros, tu continues à creuser le trou annuellement. À la limite, pour nous qui sommes jeunes, alors je pense que tu es plus jeune que moi, mais moi, quand j'étais en début de carrière, j'étais pour la retraite à 65 ans tout de suite. Parce que je me suis dit, c'était une meilleure façon de sauver nos régimes à nous. Hmm. Voilà, aujourd'hui, ce que tu payes pour ta retraite, c'est pas pour toi. C'est pour le C'est gars qui est déjà à pour. la retraite, Ouais. qui lui est en répartition et qui a besoin. Et en plus, vous n'êtes pas beaucoup à payer sa retraite, hein, c'est à peine plus d'un. Donc voilà, et ce sujet-là, pour moi, c'est ça le problème. C'est de se dire, on n'a à aucun moment anticipé les problèmes démographiques de ces régimes-là. On n'a pas prévu de capitalisation qui prennent le relais. Et on est confronté maintenant à des éléments techniques extrêmes, très violents, et dans un pays qui est fractionné politiquement, Hmm. qui n'est pas capable de décider là-dessus, mais qui arrive toujours à se mettre d'accord autour de ce sujet pour ne rien faire, surtout. C'est quand même ça le plus magique. Hmm. C'est-à-dire que les gens sont inquiets, mais surtout, il ne faut rien faire, ni d'effort, ni de capi à côté. Voilà. Donc Ouais, Après, des fois, moi, je me pose la question, c'est quand même un système qui est hyper cool en soi. Enfin, je veux dire, comparé à d'autres pays, Ouais. on est quand même au début, quand ça a été lancé, souvent on me fait la comparaison avec les US. Des personnes qui sont aux US avec moi, où tu te dis, c'est quoi? Là-bas, c'est capitalisation directement. Nous, en France, on a cette idée de répartition, d'entraide, communautaire un peu, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas aussi ça, tu vois, tu te dis, t'as pas envie de casser ça et de dire vraiment aux gens, en fait, parce que peut-être ils te disent, en fait, là, je casse la retraite, après, est-ce que ça va être la santé? Est-ce que ça, enfin, tu vois, c'est le début de quelque chose qui va vraiment changer l'aspect, enfin, l'aspect français, tu vois, un peu. Alors, tu as raison, mais d'un autre côté, alors déjà, ça a été créé en répartition parce qu'on sortait de la guerre et qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement et qu'il y avait tout un tas de gens et qu'il n'y avait plus rien. Enfin, donc, il y avait une vraie valeur sociale à l'époque qui est un peu moins vraie aujourd'hui. Il y a eu le baby boom qui était très anticipable après en termes de baby boom, tu vois, sur les départs à la retraite qui aurait pu conduire à faire des réserves et autres. Mais pour des raisons électoralistes, on n'a pas fait et on a redistribué certains excédents dans le temps. Euh, je pense que le modèle social, il est juste et il est bon s'il tient dans le temps.
Ouais. Tu vois, et si aujourd'hui on te dit tu cotises, mais on verra bien si tu as une retraite demain parce qu'on n'est pas capable de faire les efforts aujourd'hui qui vont bien, je pense qu'on a un problème. Tu vois, Et aujourd'hui, quand tu parles de boomers, j'ai l'impression que les jeunes rejettent aussi un peu ces anciennes générations dont ils ont l'impression qu'ils ont à la fois tout le patrimoine privé, immobilier, et puis des retraites qui sont cool pour certains, meilleures que. Enfin, les retraités ont un niveau de vie moyen en France, les plus de 65 ans, qui est supérieur à l'ensemble de la population. Ok. Alors, t'as plein de stats très amusantes. Tu peux aller trouver ça sur des sites comme l'OCDE ou ce genre de choses, Mhm. ou même tu peux comparer entre les pays. Et on a un pays où en fait les retraites sont le plus publiques au monde. Je crois que c'est juste après la Belgique. Ok. Mais on est le seul pays du monde où les retraités ont un meilleur niveau de vie, les plus de 65 ans, que l'ensemble de la population. Ok. Donc c'est un En Belgique, décalage. c'est beaucoup plus bas. Ouais. À côté de ça, on a la deuxième meilleure espérance de vie au monde. Et on est un des pays où on parle plutôt à la retraite. Ouais. Voilà. Est-ce que les actifs d'aujourd'hui, tu regardes le prix d'un bulletin de paye, des entreprises ou autres, dans le monde global, même s'il est de moins en moins global, mais quand même global qu'on vit, est-ce que ce jeu-là, c'est le jeu qu'on a envie de jouer de cette façon-là? Tu vois, je sais pas répondre, c'est ça la question. Après, il est extrêmement difficile, au point où on en est maintenant, de mettre en place un truc en capitalisation, même en complément, parce que il va toujours falloir continuer de payer la retraite du mec qui est à la retraite aujourd'hui. Ouais. Comment on fait? On continue de payer autant et puis on va dire, ah bah tiens, l'entreprise, tu vas payer un peu plus, parce que souvent ça se finit comme ça, pour financer les retraites, c'est pas si simple à faire passer, je pense. Mhm. Donc le côté technique du passage de répartition à capitalisation au moment où on est dans le creux de la vague en termes d'effectifs, d'actifs, il est compliqué. Il aurait fallu faire avant quand il y avait des capacités, des ressources, quoi. Donc sincèrement, c'est pour ça que je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que je pense que c'est un sujet qui est irréformable et qui en plus est allé déjà beaucoup trop loin. Ok. Moi, à titre personnel, je fais des efforts à côté, ouais, effectivement. Ouais, parce que t'en avais aussi qui disaient, ouais, mais t'as l'Agir Carco aussi, qui a énormément aussi de fonds. Pourquoi pas à un moment donné, j'avais lu un article là-dessus. Oui, alors, En réalité, il y aurait les fonds quelque part qui se cachent, entre guillemets. Il faut que je précise que Agir Carco, la plus grosse caisse Agir Carco, c'est Malakoff Humanis. Donc je fais attention à ce que je te dis, mais déjà, ce qui est intéressant dans l'Agir Carco, c'est que c'est géré paritairement. Il n'y a pas l'État, mais par contre, il y a tout le monde autour de la table. Les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, et ils prennent des mesures quand ils doivent en prendre, et il y a des excédents. Donc finalement, ça veut dire qu'on est capable de se mettre d'accord et qu'on est capable de bien faire les choses. Ensuite, les excédents de l'Agir Carco, pour moi, à vérifier, mais c'est moins d'un an de prestation. Ok. Donc oui, on peut prendre les excédents de l'Agir Carco, mais ça va pas nous aider suffire beaucoup, pour la durée. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien géré, il y a un peu de réserve, mais c'est pas capitalisé au point de dire on va sauver la France avec ça. J'avais lu aussi un article, c'était le IOPA aussi, ou les commissions européennes qui voulaient vraiment mettre en avant cet aspect-là de rendre accessible l'épargne, la retraite, mais au niveau européen aussi. Ils avaient fait le PEP à un moment donné, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, bien sûr. Moi qui faisais du reporting S2, il y avait les cases, mais elles étaient tout le temps vides parce que ça n'a pas pris du tout l'élan que je pense qu'ils voulaient. On pense que ça peut marcher avec un outil digital comme le nôtre. Ok. Parce qu'il y a des niveaux de frais très bas, tu sais, s'il y a des contraintes. Et en fait, non, je pense qu'en digital, on pourrait. On n'a pas eu encore le temps de regarder ce truc-là, mais ça nous faisait marrer à un moment donné. De le commercialiser ou d'essayer de tenter de voir. Tu sais, l'ambition des startups, toujours, il faut passer après, une fois que tu es passé à l'échelle, tu vas à l'international. Il y a une espèce de petit parcours du startupper qui grandit. Et ça aurait pu être une thématique pour le faire. On n'a rien fait jusqu'ici. Et alors maintenant, si on peut un peu switcher, mais si ton parcours professionnel, si tu avais une musique, c'est un peu le signature podcast du Question Podcast. Si tu avais une musique qui représente tout ton parcours professionnel, ça serait quoi? Le blues du businessman. Ok. Parce qu'en fait, je suis à la base, j'ai un côté assez artistique. Enfin, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'avais fait de la radio, j'ai mixé en boîte. Et donc, je suis parti dans un domaine très sérieux, qui est l'assurance. Et j'ai essayé, tu vois, de quand même mettre cette créativité. C'est surtout cette valeur-là qui m'a beaucoup servi. Donc, il y a un peu ce truc-là. Souvent, je me dis, tu aurais pu avoir une autre carrière, une autre vie. Voilà. Et tu me dis, tu as fait de la radio, tu es acteur. Moi, souvent, j'échange beaucoup avec des acteurs. Souvent, c'est des mecs ou des femmes qui entreprennent, qui font des choses assez formidables. Toi, c'est quoi ton mindset? Si tu avais 3 mots à dire, là, maintenant, ça serait quoi? Moi, je suis un aligneur de planètes. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, je
me donne un objectif et après, je fais un peu bouger les planètes pour tout aligner et faire que ça se fasse, tu vois. Mais je vois le truc un peu. Je vis pas trop au quotidien dans ma façon de penser, tu vois. Je suis plutôt vision moyen terme, long terme. Ok. En tout cas, ce qui me fait triper, c'est ça. Et ce qui est un défaut, il faudrait mieux savoir vivre au jour le jour, c'est plus sympa. Mais voilà, je suis toujours un peu dans la projection. Voilà. Et après, j'organise le chemin pour que ça se fasse. Ok. Tu vis quand même le moment présent ou t'es quelqu'un qui accepte, c'est cool, j'ai réussi ça, vas-y maintenant. Un peu comme l'idée, voilà, j'ai réussi à choper une levée de fonds, c'est quoi la suite tout de suite après? Et pas apprécier le moment de la levée de fonds et de se dire, bon, après, on verra plus tard, tu vois, mais de kiffer un peu le moment présent, quoi. Alors, ces moments, je m'en suis aperçu avec le côté startup, c'est que ton objectif, c'est la levée de fonds. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Ouais. Et pareil, l'opération avec Malakoff, c'est le début d'un nouveau quelque chose. Hmm. Et en fait, quand tu es start-upper et que tu fais ça avec l'argent des autres, c'est infini. Tu as toujours un. Tu te dis, ah bon, ok, bah là, ouais, mais maintenant. Faut aller tu vois. là-bas. Et ça, c'est hyper dur. Et heureusement, finalement, que moi, je suis plutôt à avancer en mode projet, en regardant un peu devant. Parce que sinon, je pense qu'au quotidien, tu sais pas trop mobiliser. Tu vois, c'est un peu délicat, ouais. Et pour le coup, quelle difficulté ou réussite, en tout cas, que tu voudrais partager là maintenant, qui pourrait aider mes auditeurs ou même des personnes qui se lancent aussi dans des InsurTech ou des startups? En fait, j'ai l'impression d'avoir pris une leçon par semaine, tu vois, et Ouais, d'avoir entendu la leçon qui n'était pas la même. Alors, je pense que tu es réceptif à la leçon de ton problème du moment. ouais. Voilà, ce que je viens de te dire sur les points d'arrivée, je te promets qu'à la levée de fonds, on a célébré ça et tout. Et puis après, on s'est dit, ah, mais attends, maintenant, faut y aller, quoi. Faut faire. Faut faire. Et puis, pareil, avec l'opération avec Malakoff, ça a été long d'arriver là. Ça a pris plusieurs mois. Tu arrives là, tu te dis, OK, et puis, c'est quoi la suite, tu vois. Et en fait, voilà. Donc, et chaque sujet, chaque chose vécue, chaque thématique t'apporte une forme de nouvelle leçon. Tu t'aperçois qu'il y a toujours quelqu'un qui a déjà travaillé là-dessus et qui a déjà un super avis à te donner. Donc moi, je dirais, c'est essayer d'être curieux, tu vois, d'écouter autour de toi. C'est plutôt généralement des gens entrepreneurs qui te font avancer ou des coachs. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut essayer de se ménager, d'écouter, de se faire aider. C'est hyper important. C'est très dur. C'est beaucoup plus dur que le conseil. Hmm. Et si t'as pas cette capacité d'écoute, je pense que tu t'en seras pas en fait. Et pour toi, le réseau, c'est hyper important? Parce que tu me dis, au début, tu te lances, etc. C'est... En fait, alors j'ai été pas très impliqué dans les réseaux d'actuaires, Hmm. d'anciens, d'école et tout. C'était pas trop mon truc, mais c'était une façon de jouer encore une fois une forme de différence, tu vois. Quand j'étais à Ouais. l'école, je mixais en boîte, donc enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais donc je m'étais sûrement dit que c'était pas pour moi, voilà. J'ai fait Réavi 3 fois là en 3 ans. C'est top. Et tu rencontres effectivement du réseau, c'est hyper important. J'essaie d'avoir d'autres réseaux que cela. J'ai eu la chance d'être incubé, enfin avec Génon, on a eu la chance d'être incubé dans Plateforme 58, qui Je est connais pas. l'incubateur de la Banque Postale, Ok. qui est plutôt orienté FinTech, InsurTech. Voilà, donc on a eu aussi accès à ça. Donc le monde startup parisien, tu vois, Hmm. d'une certaine façon, alors qu'on est des Lyonnais, hein, même si on avait une équipe à Paris. Donc ça, c'était chouette. Voilà, j'essaie de cultiver ça. Et puis après, j'ai des amis qui entreprennent ou des clients que je pratique depuis très longtemps. Voilà, toujours échanger. Effectivement, c'est assez important. Et là, tu me parlais un peu de l'expérience avec Malakoff, mais en Insight, ça s'est passé comment en fait? C'est eux qui t'ont contacté, toi qui les as contactés, ou tu me dis à Réavi ou un échange comme ça en off et tu te dis bon, bah, en fait, on pourrait y aller? Ça s'est fait un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je suis allé les voir sachant qu'ils achetaient des startups. Ok. Et eux m'ont très vite dit, mais c'est bien ton truc. Tu vois, c'est fait un peu comme ça. Donc, c'est un peu des Des deux deux côtés? côtés. Ouais. Ils t'ont pas dit t'es déjà sous nos radars et on attend de voir ce que ça donne? Parce que j'entends souvent des mecs ou des personnes avec qui j'échange. En fait, les gens me disent bah, on t'avait dans la shortlist et on attendait de voir comment ça allait se passer. Non, c'est pas. Oui, après, nous, on avait besoin de faire une opération. Il aurait fallu relever des fonds à ce moment-là. Donc, si tu veux, c'était. Alors, je vais rentrer dans les détails techniques, mais nous, on a fait une levée de fonds sans fonds de VC. Hmm. La première, c'était que des investisseurs, malgré le montant, c'était que des investisseurs business angel, dont un qui était un peu plus fortuné que les autres. Et c'était des gens que je connaissais pour la plupart. Ce qui est à la fois
très bien et très problématique, puisque l'échec n'était pas une option pour moi. Hmm. Alors qu'eux savaient qu'ils investissaient dans une start-up. Sauf qu'en fait, tu investis dans la start-up de quelqu'un qui sort de l'école, qui a 23 ans, qui te demande 20 000 euros et qui va planter 100 000 euros en tout, c'est une chose. Tu investis dans la start-up de Julien et JB qui travaille depuis 10 ans, enfin 20 ans et 10 ans dans ce domaine-là, et qui lève 2 millions, c'est un peu différent. Donc, donc l'échec n'était vraiment pas une option. Ces gens-là étaient importants pour moi. Le tour d'après, si on avait réussi, ce que je sais pas, à l'époque, c'était peut-être pas évident, on aurait fait rentrer fondamentalement des fonds de VC. Et je te parlais de mon cousin et son avance de phase et son décalage et tout ça. Tu t'aperçois que généralement, j'en tirais cette règle. Peut-être que je fais une généralité, mais souvent, il semble que les investisseurs initiaux, business angels et tout, soient un peu ceux qui se fassent rincer quand ça se passe pas bien, une fois que les fonds de VC sont sur place. Ah ouais? Ouais, parce que les fonds de VC, à l'époque, ils rentraient avec des actions de préférence, tout un tas de critères pour se protéger. Privilège. Tu sors un peu du côté startup si tu prends moins de risques, mais voilà. Et des valos minimum, etc., etc. Et nous, on avait un truc, finalement, on avait levé une valo qui était bien. On arrivait à valoriser notre société sur un marché de M&A et pas de levée de fonds. Un montant qui était supérieur à la levée de fonds initiale en termes de valo. Donc, capable de donner une plus-value à nos investisseurs initiaux. Peut-être, sûrement, que le passage du coup d'après nous aurait fait rentrer à une valo qui serait devenue délirante pour le M&A. Donc, plus trop de capacité de rentrer dans le monde réel. Et ça peut se finir un peu mal, et notamment pour tes investisseurs initiaux. Donc, tu vois, il y avait plein de trucs. Donc, on n'a pas cherché à faire de levée de fonds, en fait, en vérité. En plus, on fait quelque chose que les investisseurs ne comprennent pas trop. Pourquoi on fait du back-office et tout, mais pourquoi c'est pas le budget, c'est pas du marketing et du commerce. Notre approche de notre métier était un peu paradoxale pour eux. Donc c'était plus simple de faire comme ça. Ça s'est bien goupillé. Et nous, on veut que ça dure. Si tu veux. Notre idée, c'est que on fait ça pour changer le monde de l'épargne retraite. Donc voilà. Et avec un groupe comme ça, tu te donnes une durabilité aussi. Bah oui, je pense que quand tu rentres chez Malakoff, c'est ça. C'est une vision long terme. Et là, tu me parlais un peu d'échec, où toi, tu n'envisageais pas du tout l'échec. Toi, dans ta vie personnelle, l'échec, c'est pas du tout possible, ou tu te remets pas en question, ou c'est quoi ton approche par rapport à ça? Si, alors moi je suis je suis très pragmatique. Donc je vais pivoter même assez vite si je considère que je vais pas dans la bonne direction. Tu vois, c'est même presque l'inverse. C'est parfois trop agile. Les échecs dans ma carrière, j'en ai eu parce que j'ai fait des mauvais choix. J'ai pas suivi mon intuition sur des personnes que je sentais pas trop. Tu vois, en fait, je pense que c'est peut-être le truc que j'ai appris maintenant, c'est vraiment m'écouter. Essayer de pas choisir des trucs pour l'argent, par exemple. Ça, je l'ai fait 2 fois et je l'ai vraiment regretté. Tu sais, le manager que tu sens pas bien, mais bon, il te fait une offre et il te propose de doubler ton salaire fixe. Tu dis, oh, j'y vais. Banco. Banco. Bon, ok, mais sauf qu'au bout de 2 ans, t'as aucun sens dans ce que tu fais. Enfin voilà. Donc maintenant, j'essaye de vachement travailler ce truc-là. Et puis vis-à-vis des équipes aussi, porter le sujet du pourquoi on le fait. Enfin, tu vois, le valoriser. Et rendre tout ça très concret et très humain en fait. Voilà. Et là maintenant, quelle est la leçon depuis que tu as tiré avec Gédéon, depuis les quelques années d'exercice de Gédéon? C'est quoi la seule leçon là que tu as apprise que tu voudrais partager? Une seule leçon, la plus importante que toi tu as en tête là. La plus importante que j'ai pu tirer de tout ça, la plus importante, c'est que c'est jamais pareil d'être entrepreneur avec ton propre argent. Ok. Tu vois, j'ai été entrepreneur plein de fois, donc des boîtes qui n'étaient pas à moi. J'étais président, mais c'était pas mon argent. Puis quand en 2020, on a commencé Caribou, juste après le confinement, là, c'était 10 salaires à payer. J'avais un pauvre bout de PGE sur mon compte, plus de salaire de dirigeant parce que j'avais pas droit au chômage, j'étais déjà dirigeant. Et là, tu te confrontes au réel, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, ok, comment je les paye à la fin du mois, voilà. Et ce moment-là, après, il y a la levée de fonds. Après, tu as Malakoff, donc ça change un peu la donne. Mais entreprendre avec ton argent, c'est ça, entreprendre. Et tu as toujours plein de gens pour te donner plein de conseils, tu sais, de comment gérer ta boîte, quoi faire. En vérité, tu as envie de leur dire, va ouvrir un commerce, teste ce truc-là, mets-toi tout seul, vends quelque chose tout seul avec ton argent, embauche quelqu'un dont tu dois payer le salaire à la fin du mois, qui a un crédit à payer. Ouais, je pense que c'est ça le truc le plus... Et dans plein de cabinets, tu as toujours plein d'associés, tout ça, mais
t'en as un qui a commencé au début tout seul, qui a mis son argent, et tu vois, qui a eu ce truc-là, Ouais. et les autres n'ont jamais vécu ça, en fait. Et je crois que c'est la plus grosse leçon que j'ai eue pendant ces années-là. Et tu serais, là maintenant, avec les années passées, tu serais capable de le refaire? C'est quelque chose qui te fait pas peur, ça? De Alors, je revivre une regarde pas expérience trop en comme ça arrière, ou- généralement, parce que j'ai Ok. la prochaine bêtise à faire. Mais en fait, souvent, je me dis, les risques que j'ai pris à ce moment-là, je sais pas si je les reprendrai. Et pour Ok. autant, ça me paraissait normal Ouais. et la suite logique de tout le reste. Et j'étais assez confiant. Enfin, si tu te crées pas ta chance, tu vois, si t'es pas sûr que tu vas réussir, tu le fais pas. Hein. Enfin, sinon, Ouais. c'est Si t'as pas de déjà le conviction. mindset, tu sais. Je parlais d'aligner les planètes, mais c'est Mm. aussi le fait de. Je crois beaucoup à cette idée. Croire en ta réussite te fait réussir. Mm. Apporter du positif, C'est dedans du ça. positif. Ouais, voilà. Et puis te dire, tu es dans un mindset où, ok, ça y est, on y va, ça va se faire, ça va Mm. aller. Si tu commences à penser que tu vas être dans l'échec, c'est la méthode de la loose, Ça va c'est être sûr plus que tu vas compliqué. perdre. Enfin, Ouais. c'est comme le grain de riz, tu sais, où tu écris amour ou guerre, là, au Japon, là, qui, un qui moisit et l'autre non. Enfin, le premier moisit Ouais. pas. C'est pareil, je pense que Mm. si vraiment, toi, tu es dans un état d'esprit de perdant, tu perds. C'est obligé. C'est parce que tu renvoies un truc qui font que les gens, ils n'ont pas envie de le faire avec toi. Voilà, donc avec le recul, si je le prends de manière froide et brutale, je me dis, t'es complètement malade. En plus, j'avais des crédits immobiliers de partout. Enfin, j'ai un niveau de vie qui était très bon. Je gagnais très bien ma vie. Ouais. J'ai tout payé sans chômage, sans rien. Enfin, il y a quand même pas grand monde Ah aujourd'hui. ouais. Tout le monde part avec sa petite rupture conventionnelle. T'as ton aide du chômage pour créer ta société et tout. J'avais rien. Alors, j'avais de la clientèle, mais il faut les convaincre. Enfin, voilà. Mais j'avais pas mal de salaires à payer. Voilà, donc si tu veux, ouais, effectivement, Ça change la donne, ouais. un peu. Et alors maintenant, on va parler un peu sport. Je sais pas si tu aimes le sport. Je l'aime, je le pratique pas extrêmement bien, mais J'ai une question signature du podcast. Si ton métier devait être un sport, quel serait-il? Pum Pum Girl. Non, mais tu vois, mon métier, c'est de mettre des paillettes, c'est de donner envie. Non, mais j'abuse un peu en disant Pum Pum Girl. Mais après, pour moi, c'est un sport d'équipe. Ouais. Tu vois, c'est un truc hyper important. C'est dur à dire. C'est une vraie question. C'est une vraie question Souvent, piège. j'entends soit rugby, soit foot, surf. Il y en a quelqu'un qui Ouais, m'avait dit j'ai surf vu que aussi. quelqu'un t'avait dit surf, effectivement. Je sais pas. Moi, je suis très ski. J'aime beaucoup le Ah ski. ouais. Ouais, moi Je aussi, pense qu'il y a un peu de ce truc-là quand même. Tu vois, faut Mm. être capable à un moment de te. Piste noire, piste Ouais, rouge. c'est-à-dire que le foot ou le rugby, tu te prends des portes, ça fait mal et tout ça. Ouais. Moi, ça fait mal, mais c'est pas le principal truc de mon boulot. Le principal truc de mon boulot, c'est de prendre des risques quand même. Mm. Et à des moments, de refuser l'ordre établi. Et je pense qu'en ski, tu vois, tu es confronté. Vendée Globe, tu vois. T'es peut-être un Ah peu ouais. plus dans l'idée déjà. Ah ouais, Vendée Je fais Globe, de la- c'est je vraiment fais de la loin. voile, Ouais, tu ouais. vois, mais il y a un petit côté Vendée Globe quand même. Alors après, Ouais. c'est un sport d'équipe, donc on va dire Mm. Volvo Ocean Race ou Mm. tu vois, un truc comme ça, mais un gros défi bateau ou montagne. Tu as un côté. Enfin, si je te redis tout ce qu'on a fait en 3 ans, dans n'importe quelle compagnie d'assurance, ça paraît impossible, tu vois. Il y a ce truc-là qui est vraiment difficile à encaisser. Si tu écoutes le monde dans lequel on travaille au quotidien et tu leur dis, tiens, on est en train de faire ça, 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 je dis, non, mais arrêtez. Enfin, voilà. Donc, tu vois, il y a un peu de folie à mettre. Voilà. Donc, pas forcément des sports. Collectif plus. Ouais. Il y a un côté collectif de l'aventure, Ouais. parce que c'est vraiment pour moi. Peut-être plusieurs. Ce que j'ai vraiment appris ces dernières années, c'est ça aussi, c'est le côté j'ai envie de le faire avec les gens avec qui je travaille. Et sans eux, enfin, je peux t'en citer plein, sans qui jamais en ce qu'on a fait aujourd'hui serait ce que c'est. Mm. Je te parlais tout à l'heure de notre directeur marketing qui est même plus là, hein, mais ce qu'il a fait sur la marque et tout, c'était génial. Notre premier dev du front de Gédéon, notre équipe de gestion même, notre superviseur de gestion, elle est fantastique. Enfin, alors je ne dis pas ça pour qu'on me les chasse. Hein. Faire attention. Voilà, donc ils sont très très nuls. Mais non, mais tu vois, c'est très important. C'est vraiment une aventure collective, mais c'est une aventure collective de folie. C'est pas une aventure collective de foot ou de rugby. Tu vois, c'est un peu différent. Et ça fait pas si mal que ça. Et maintenant, est-ce que tu aurais des livres ou podcasts ou recos qui t'ont inspiré? Tu voulais partager? En fait, alors, je lis tous les jours, mais je lis des trucs pour me reposer. Je lis pas de littérature de boulot. Alors, vraiment, hein, je suis très nul là-dessus. J'ai honte un peu de ça, tu vois. C'est souvent on me dit ouais,
Par contre, comme j'échange avec plein de gens, j'ai des coachs sur différents sujets ou autres, eux, ils lisent des livres et ils me poussent toujours un peu des idées. Voilà. Mais donc, je sais pas, non, je peux pas vraiment répondre à cette question. T'as pas Voilà, je suis plus dans l'échange concret. Ok. Voilà. Et quel coach, du coup, tu as ou de personnes que tu voudrais mettre en lumière, qui t'ont aidé ou... Alors, j'ai un coach, de dirigeant Ok. qui est top, qui m'aide à faire un pas de côté quand c'est un peu plus difficile sur des sujets ou d'autres, qui a toujours plein de techniques pour se connaître à la fois soi-même et puis interagir dans l'entreprise, qui est top. Et puis, il s'appelle Olivier Gignoux, je peux citer son nom, c'est pas un problème, que je connais depuis très longtemps. Et puis, j'ai une coach LinkedIn Ok. que tout le monde connaît, parce qu'elle s'appelle Maud Alaves, qui m'a aidé à déployer une stratégie de personal branding en fait, sur LinkedIn. L'idée étant que le fameux directeur marketing du début m'avait dit Julien, une marque sur LinkedIn ne performe pas sans payer. Tu ne Ok. peux pas faire marcher le compte de ton entreprise sans faire du payant. D'accord. Ce qui fait marcher le compte de ton entreprise, c'est que le dirigeant prenne la parole et parle de tout sauf ce qu'il vend d'ailleurs, si possible. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, on a assez vite intuité ce truc qu'il fallait que je prenne la parole là-dessus. Ce qui était pas quelque chose qui me posait un gros problème, mais qui nécessitait pas mal de boulot. Et j'ai recherché un peu des coachs pour se faire aider. Alors après, tu as soit la version ghostwriter, où quelqu'un écrit pour toi. Là, j'ai plutôt choisi la version coach. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'on écrit ensemble. Elle corrige, elle challenge, elle dit non mais je comprends pas. En plus, elle comprend rien à nos sujets, donc c'est plus très la simple, retraite, c'est pas. Voilà. Et vraiment, je recommande. C'est super. Ça demande de la discipline. Il faut y aller. Je suis un peu moins discipliné ces derniers temps sur tout ça, mais je pense que le mal est fait de toute façon. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est top. En plus, je suis sa newsletter et ce qu'elle dit, en tout cas, c'est super. hyper intéressant. Si tu veux écrire sur LinkedIn, sur les réseaux, c'est vraiment top. Et est-ce que tu aurais, là maintenant, tu me dis que tu aimes beaucoup le futur. Là, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus pour les années à venir ou même pour la fin de cette année? Alors, on est en train de refaire complètement notre parcours Perrin, donc PER individuel, pour le rendre très éducationnel, justement. L'idée, c'est qu'on avait fait un parcours vite l'an dernier pour sortir notre produit, mais qui répondait plus à nos problèmes qu'à ceux de nos clients. Donc là, c'est de changer de mindset autour de ça et de communiquer là-dessus. Donc ça va être un truc assez sympa en B2C, pour le coup. Alors, c'est du client plutôt indépendant, mais c'est du B2C. Et puis après, c'est la plateforme épargne salariale, épargne retraite commune. Ça a l'air de rien comme ça, mais si on arrive à faire ça, enfin, on va y arriver. Voilà, si on va au bout de tout ça, ça va être quelque chose d'exceptionnel et qui n'est pas du tout là sur le marché. Donc, vous êtes précurseur comme on prend une place qui est disponible, que tout le monde connaît depuis des années, mais finalement, les budgets sont tels que pour les autres, c'est colossal. beaucoup plus cher ça à faire et que personne ne le fait pour l'instant. C'est en train d'arriver, il y a des initiatives dont je ne parlerai pas parce que je suis un peu chauvin, mais voilà, mais c'est pour nous, ce serait assez exceptionnel d'arriver à ça. On va le faire au départ avec des produits simples sur la partie ES, mais ça va être top. Et maintenant, est-ce que tu aurais un invité ou plusieurs à me recommander pour un épisode? J'ai plein d'idées. Tout dépend de qui tu as envie de faire parler, mais j'ai pensé à Philippe Mangematin, qui est un actuaire qui a aidé plein de startups à obtenir l'agrément ACPR. Donc, qui est un peu le spécialiste de ce truc-là dans l'InsurTech. Il est top. J'ai pensé à Bertrand Robert, qui est le professeur de l'assurance, qui a commencé chez Direct Assurance et qui a bossé premier salarié de Alan et qui a une supervision, qui est advisor dans plein de startups aussi. Très intéressant. J'ai pensé à Stella Jovet, qui a lancé un produit d'assurance paramétrique, c'est Oracle Weather, qui est top, qui est actuaire aussi. À qui j'ai pensé d'autres encore. J'ai pensé à Anthony Joanneau, DG de Plus Simple, qui est une très belle scale-up aujourd'hui et qui a plein de choses à raconter, je pense, sur tout ça. Et puis, il m'en restait un, je sais plus. Enfin, voilà. Moi, j'en ai déjà beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Beaucoup à contacter. Fait une saison complète. Non, franchement, c'était super d'échanger avec toi sur la retraite, sur Gédéon, ta vision. C'était hyper intéressant, surtout qu'en plus, c'est un vrai sujet du moment.
Ouais. Et c'est pas fini. Hein. c'est pas fini, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour cet échange. Avec grand plaisir. Et puis bravo pour ce que tu fais. Franchement, parler de l'assurance en podcast, c'est quand même pas rien. Donc félicitations, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Et vraiment, je recommande, c'est super. Ça demande de la discipline, il faut y aller. Je suis un peu moins discipliné ces derniers temps sur tout ça, mais je pense que le mal est fait de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, c'est top. En plus, je suis sa newsletter et ce qu'elle dit, en tout cas, c'est super. hyper intéressant. Si tu veux écrire sur LinkedIn, sur les réseaux, c'est vraiment top. Et est-ce que tu aurais, là maintenant, tu me dis que tu aimes beaucoup le futur. Là, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus pour les années à venir ou même pour la fin de cette année? Alors, on est en train de refaire complètement notre parcours Perrin, donc PER individuel, pour le rendre très éducationnel, justement. L'idée, c'est qu'on avait fait un parcours vite l'an dernier pour sortir notre produit, mais qui répondait plus à nos problèmes qu'à ceux de nos clients. Donc là, c'est de changer de mindset autour de ça et de communiquer là-dessus. Donc ça va être un truc assez sympa en B2C, pour le coup. Alors, c'est du client plutôt indépendant, mais c'est du B2C. Et puis après, c'est la plateforme épargne salariale, épargne retraite commune. Ça a l'air de rien comme ça, mais si on arrive à faire ça, enfin, on va y arriver. Voilà, si on va au bout de tout ça, ça va être quelque chose d'exceptionnel et qui n'est pas du tout là sur le marché. Donc, vous êtes précurseur comme on prend une place qui est disponible, que tout le monde connaît depuis des années, mais finalement, les budgets sont tels que pour les autres, c'est colossal. C'est beaucoup plus cher ça à faire et que personne ne le fait pour l'instant. C'est en train d'arriver, il y a des initiatives dont je ne parlerai pas parce que je suis un peu chauvin, mais voilà, mais c'est pour nous, ce serait assez exceptionnel d'arriver à ça. On va le faire au départ avec des produits simples sur la partie US, mais ça va être top. Et maintenant, est-ce que tu aurais un invité ou plusieurs à me recommander pour un épisode? J'ai plein d'idées. Tout dépend de qui t'as envie de faire parler, mais j'ai pensé à Philippe Mangematin, qui est un actuaire qui a aidé plein de startups à obtenir l'agrément ACPR. Donc, un peu le spécialiste de ce truc-là dans l'InsurTech, il est top. J'ai pensé à Bertrand Robert, qui est le professeur de l'assurance, qui a commencé chez Direct Assurance et qui a bossé premier salarié de Alan et qui a une supervision, qui est advisor dans plein de startups aussi. Très intéressant. J'ai pensé à Stella Jovet, qui a lancé un produit d'assurance paramétrique, c'est Oracle Weather, qui est top, qui est actuaire aussi. À qui j'ai pensé d'autres encore. J'ai pensé à Anthony Joanneau, DG de Plus Simple, qui est une très belle scale-up aujourd'hui et qui a plein de choses à raconter, je pense, sur tout ça. Et puis, il m'en restait un, je sais plus. Enfin, voilà. Moi, j'en ai déjà beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Beaucoup à contacter. Fait une saison complète. Non, franchement, c'était super d'échanger avec toi sur la retraite, sur Gédéon, ta vision. C'était hyper intéressant, surtout qu'en plus, c'est un vrai sujet du moment. Ouais. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour cet échange. Avec grand plaisir. Et puis, bravo pour ce que tu fais. Franchement, parler de l'assurance en podcast, c'est quand même pas rien. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.